Bonjour les troisièmes, je fais une vidéo synthèse sur toutes les notions qu'on a travaillées cette année en SVT. Donc l'intérêt c'est de marquer un peu les points importants à retenir pour la suite des futurs lycéens qui continueront les sciences. Et à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un petit questionnaire pour vérifier la compréhension de ces notions. Je commence avec notre première partie, la génétique. On avait abordé dans ce thème que les individus d'une population posséder des caractères propres à leur espèce. Donc je vous rappelle qu'une espèce, deux individus font partie de la même espèce s'ils peuvent se reproduire et si leur descendance est fertile. Et au sein d'une même espèce, on a des variations de caractères, des caractères qui peuvent être acquis, donc selon mon mode de vie, selon l'environnement dans lequel je vis, et on avait vu des caractères héréditaires qui se transmettent de génération en génération. Donc au niveau de l'espèce humaine, on avait vu que en observant le karyotype, l'intérieur du noyau de l'espèce humaine, on avait 46 chromosomes ou 23 paires de chromosomes et parfois il pouvait y avoir des anomalies chromosomiques où on se retrouvait avec 47 chromosomes, on parle de trisomie, ou 45 chromosomes, on parle de monosomie. Mais en règle générale, si je n'ai pas d'anomalie chromosomique, j'ai bien 23 paires de chromosomes. Et une première différence, chez les femmes, on a bien une paire de chromosomes sexuels XX, et chez les hommes, une paire de chromosomes sexuels XY. J'ai fait une erreur, là, il n'y a pas de S. On continue, donc si je zoome sur une paire de chromosomes, on constate qu'au niveau des chromosomes, on a des portions de chromosomes qu'on appelle des gènes, et chaque gène va coder pour un caractère. Si je prends l'exemple, par exemple, du gène ABO, le gène du groupe sanguin, il va coder pour mon groupe sanguin. Et il existe trois versions de gènes, et là on parle plus de gènes mais d'allèles. On va avoir l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Et mes allèles, en fonction de la combinaison allélique sur ma paire de chromosomes, je vais avoir différents groupes sanguins possibles. L'allèle A et B étant dominant et codominant sur l'allèle O récessif, je vais avoir une multitude de combinaisons. Par exemple, si je suis AO, je suis du groupe sanguin A, puisque O ne s'exprime pas. Si je suis OO, je suis du groupe sanguin O, j'ai aucune expression des deux allèles. Et si je suis du groupe sanguin AB, par exemple, vu que A et B sont codominants, je suis du groupe sanguin AB. On continue avec les appareils reproducteurs, ovaires et testicules. Ces organes sont capables de former des gamètes, des cellules reproductrices, et c'est ce qu'on appelle le passage des paires de chromosomes au chromosome simple. Effectivement, si je regarde l'intérieur du noyau d'un ovule et du noyau d'un spermatozoïde, je n'ai pas 23 paires de chromosomes, mais 23 chromosomes. Et ça, c'est dû au fait qu'on a un mécanisme qui s'appelle la méiose. La méiose, c'est donc la formation des gamètes où les chromosomes d'une paire vont se séparer par le mécanisme de hasard, et on va avoir du brassage qui va permettre une formation d'une multitude de possibilités d'ovules et une multitude de possibilités de spermatozoïdes. Et au moment de la fécondation, c'est-à-dire de la fusion entre le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde, je vais rétablir le nombre de chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes, les 23 paires de chromosomes, pour former une cellule œuf unique, ce qu'on appelle un zygote. Cette cellule va se multiplier, à partir d'une cellule je vais en obtenir 2, puis 4, puis 8, etc. Et finalement, au bout d'un certain temps, former mes 30 000 milliards de cellules et obtenir un être humain génétiquement unique. Ce mécanisme de multiplication des cellules, c'est ce qu'on a appelé la mitose. D'accord ? Juste un point de rappel sur la formation des jumeaux. Si effectivement ma cellule œuf commence sa multiplication, on passe de 1 à 2, puis 4, puis 8, puis 16, mon petit amas de cellules embryonnaires, là, parfois on a une anomalie et cet amas cellulaire se sépare en deux et va former deux individus. Et étant donné que ces deux individus proviennent de la même cellule œuf, on parlera de vrais jumeaux ou de jumeaux monozygotes. Alors que la formation des faux jumeaux, ça provient de deux ovules différents, et donc ce sont deux individus différents mais qui vont naître au même moment. On parle bien de jumeaux mais de faux jumeaux. Autre vocabulaire à retenir, c'est la notion de génotype et de phénotype. Donc l'ensemble de mes gènes présents dans mon noyau vont être responsables de l'ensemble de mes caractères. Donc l'ensemble de mon génotype va coder pour l'ensemble de mon phénotype. Autre point qu'on avait abordé, c'était la notion de mutation. Et effectivement, on avait étudié certains agents mutagènes qui pouvaient modifier les gènes de la régulation de la mitose. Et effectivement, si ma mitose est complètement déréglée, mes cellules vont se multiplier de manière anarchique et on parlera de cancer. Voilà la partie génétique. On continue avec la partie évolution.
Alors pour l'évolution, on a constaté que finalement, les scientifiques et les paléontologues étaient capables de reconstituer la biodiversité et les paysages du passé. Alors comment ce mécanisme fonctionne, comment il travaille? Eh bien en fait, ils étudient effectivement les fossiles, hein. Donc un fossile, c'est une trace d'être vivant dans une roche sédimentaire. Alors quand je dis être vivant, c'est soit animal, soit végétal, hein. Et à partir de là, on peut reconstituer l'évolution des espèces. On avait vu donc des individus, des espèces qui ne sont plus présentes actuellement, hein. Ces ammonites là on ne les observe plus, mais et effectivement il y a eu pas mal d'extinctions, 5 grandes crises d'extinction massive au cours de l'évolution. Un petit point de rappel sur la datation. Donc effectivement, on avait vu qu'un paléontologue, il trouve un fossile, il va le dater pour le placer sur la frise chronologique du temps. Comment ça fonctionne? Eh ben, je prends l'exemple d'un isotope qui est connu, qui est l'isotope le carbone 14. Donc le carbone 14, on l'appelle comme ça parce qu'il contient 6 protons et 8 neutrons. Et ce carbone 14, il est dit instable, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer et suivre une courbe qu'on appelle la courbe de désintégration du carbone 14. Donc, le carbone 14, il faut savoir qu'il est produit en permanence dans l'atmosphère, hein, et chaque être vivant a un quota à peu près identique entre tous les êtres vivants de ce carbone 14. Et le jour où on meurt, on n'a plus d'échange avec l'environnement, et donc le carbone 14 va commencer à se désintégrer. Et ce qui est intéressant avec cette courbe de désintégration, c'est que je vais pouvoir mesurer le quota, mon taux de carbone 14 sur le fossile, et je vais pouvoir me ramener au niveau de la courbe et déterminer l'âge approximatif de mon fossile. Si par exemple j'ai un quota, j'ai seulement 20% de carbone 14 dans le fossile que j'ai échantillonné, que j'ai trouvé, je vais pouvoir me ramener sur la courbe et arriver à un petit 14 000, 15 000 ans. Ok? Donc voilà comment ça fonctionne, vous verrez ça en seconde et en première, en SVT et en physique-chimie. Comment expliquer finalement toute cette évolution, toutes ces variations et toute cette biodiversité au cours du temps? Là, on a vu la notion de théorie et comment se construit une théorie en sciences, et on a travaillé avec 3 scientifiques, Georges Cuvier, Jean-Baptiste Lamarck et Charles Darwin. Cuvier, lui, a proposé la théorie du fixiste, où, en observant les fossiles, il constate que certains êtres vivants étaient présents dans le passé mais ne le sont plus. Donc là, c'était déjà une avancée, mais pour lui, les espèces ne se transforment pas, n'évoluent pas. Elles sont juste fixes dans le temps. Jean-Baptiste Lamarck, lui, va un petit peu plus loin. Pour lui, les espèces, et grâce à ses observations, il propose une théorie qui nous dit que les espèces se transforment pour s'adapter. Alors, on sait maintenant avec nos connaissances en génétique que les caractères acquis au cours d'une vie ne se transmettent pas de génération en génération. Il faudra attendre 1859 avec la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin pour que la théorie de l'évolution émerge. La théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, c'est simple, hein. Au sein d'une population, il y a des variations, hein, et ces variations offrent des caractères différents, et parfois on peut avoir un caractère qui est avantageux. Et l'individu qui a le caractère avantageux va pouvoir mieux s'alimenter, mieux se reproduire, et donc transmettre ce caractère de génération en génération. Et au bout d'un certain temps, la population aura changé, elle se sera adaptée grâce à cette sélection naturelle du caractère avantageux. Donc on peut l'illustrer ici, hein. Dans une population, ici par exemple j'ai deux espèces, les espèces en rose et les espèces en jaune, et je vais avoir une mutation, une variation aléatoire, et on peut imaginer que cette variation, elle est avantageuse. D'accord? Cet individu va, lui, mieux se nourrir, mieux se reproduire, et donc va transmettre de génération en génération son caractère. Et au bout d'un certain temps, la population aura changé. Et si on attend un certain temps, imaginons que les espèces roses et les espèces vertes sont séparées pendant un moment et elles ne peuvent plus se reproduire, on aura donc l'apparition d'une nouvelle espèce, qui est issue de l'espèce de départ. D'accord? Et c'est comme ça que finalement les espèces et la biodiversité évoluent. L'exemple qu'on avait traité, c'était l'exemple avec les moustiques. Je vous rappelle, hein, le moustique londonien, au niveau du métro londonien. Il y a une partie des moustiques qui étaient restés dans le sous-sol de Londres et une partie qui était restée dans la partie aérienne. Et grâce aux mécanismes de variation et de sélection naturelle, il y a eu beaucoup d'adaptations et beaucoup de changements, et finalement les deux moustiques, le moustique aérien et le moustique sous le métro, ne pouvaient plus se reproduire avec le moustique, en haut. Et donc du coup on avait une nouvelle apparition d'espèces, Culex pipiens et Culex molestus. Voilà pour la partie évolution, on continue avec les bactéries, les virus et notre système de défense, le système l'immunologie.
Donc, on avait vu que dans notre environnement, on avait plein de micro-organismes, hein. Alors ils n'étaient pas tous pathogènes, hein, on a même des micro-organismes qui nous protègent dans notre intestin, par exemple, on a le microbiote, mais on a aussi des virus et des bactéries qui sont pathogènes. Et le jour où notre barrière naturelle, qui est la peau, va avoir une petite plaie, nos micro-organismes peuvent pénétrer à l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle une contamination. Ces bactéries et ces virus vont pouvoir se multiplier, se développer, et là on va parler d'infection. Et si l'infection d'ailleurs est généralisée dans notre organisme, on parle de septicémie. Nos virus peuvent aussi se multiplier dans nos cellules, et on parle de maladie virale. Alors comment lutter contre la contamination et l'infection? Plusieurs possibilités. On a l'asepsie, hein, donc l'asepsie en fait c'est bloquer la pénétration des micro-organismes dans notre corps. Donc on peut prendre l'exemple des gants chirurgicaux, du masque par exemple qu'on porte en ce moment là pour éviter que le virus puisse rentrer dans nos voies respiratoires. Mais imaginons que l'asepsie ne fonctionne pas et que les micro-organismes sont toujours près au niveau d'une zone, on peut utiliser ce qu'on appelle un antiseptique. Par exemple, la biseptine va permettre de tuer les petites bactéries, les micro-organismes, dans une zone localisée. Mais si, pas de bol, l'asepsie et l'antisepsie n'a pas fonctionné, eh bien, les bactéries vont se multiplier, et là, on a une autre possibilité, c'est l'utilisation des antibiotiques pour détruire ces bactéries. Par contre, je vous rappelle que les antibiotiques, eux, vont agir uniquement sur la multiplication des bactéries, mais en aucun cas les antibiotiques sont utiles contre les virus. Donc si j'ai une maladie, par exemple une angine, je fais un test sur mon angine. Si l'angine est virale, ça ne sert à rien de prescrire des antibiotiques. En plus, ça a un impact négatif qu'on verra en cours là bientôt. Voilà pour cette première partie. On a vu ensuite, bien sûr, comment notre système de défense pouvait agir. Trois cellules du système immunitaire, les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Première réaction, lorsque je suis contaminé et infecté par un pathogène, je vais avoir ma réaction rapide où mon phagocyte va aller tout de suite phagocyter ces micro-organismes, les ingérer et grâce aux enzymes présentes dans son cytoplasme, il va pouvoir digérer le pathogène et le rejeter. Si ce système de phagocytose ne fonctionne pas, eh bien on a un système de réaction immunitaire qui est plus spécifique. Alors il met un peu de temps à se mettre en place, mais par contre il est spécifique et efficace. Les lymphocytes B, eux, ils vont avoir des anticorps membranaires qui vont se multiplier et libérer des anticorps libres pour former des complexes antigènes-anticorps pour ensuite faciliter l'action des phagocytes. Une partie du stock libérera des anticorps et une partie sera mise en stock pour la prochaine infection. Et les lymphocytes T, eux, ils vont pas libérer d'anticorps, ils vont agir en contact avec les cellules infectées et ils vont libérer des porphyrines pour trouer les cellules, tuer les cellules et donc tuer les micro-organismes présents dans la cellule. Donc voilà les différents mécanismes de notre système immunitaire. Donc c'est à vous de jouer, hein. Maintenant vous avez le petit questionnaire à répondre et je vous dis bon courage et à bientôt.